On attend le délibéré du tribunal le 11 novembre prochain pour être fixé sur l'orientation des débats à venir sur l'affaire Martinez-Zogo au tribunal militaire de Yaoundé. À l'audience du lundi 21 octobre, en présence des accusés et des conseils, le commissaire du gouvernement a apporté des réponses au point des violations de la loi brandies par la défense. Le ministère public, finalement, n'a que très peu répondu à nos exceptions. Il a botté en touche, il a développé sur 2 ou 3 points sur lesquels nous sommes revenus pour expliquer la quintessence, n'est-ce pas, de notre demande. Nous avons aujourd'hui 17 points de droit sur lesquels le tribunal doit se prononcer. C'est tout ce que nous demandons. Si le ministère public n'a pas voulu répondre, c'est son choix. Il peut requérir ou ne pas requérir. Il a requis, peut-être que vous avez tout compris de ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas compris grand-chose, n'est-ce pas, de ce qu'il a dit. Tantôt, il dit qu'il confond nos exceptions à des observations. Et tantôt, il indique qu'il faut qu'on attende le fond pour répondre à ces questions-là. Moi, je vous le dis aujourd'hui, depuis le 1er décembre, nos clients sont arbitrairement et illégalement détenus. Un juge d'instruction a été débarqué de cette affaire. On l'a affecté disciplinairement à Maroua. Le greffier, je ne sais même pas où on l'a affecté, pour essayer de bloquer l'exécution d'une décision de justice. Nous disons qu'on doit nous dire, est-ce que le commissaire du gouvernement peut par simple lettre adresser au régisseur, bloquer l'exécution d'une décision contre laquelle aucune voie de recours n'a été exercée? Ce sont les questions simples que nous posons au tribunal et nous attendons que le tribunal nous réponde sur ces questions-là. Est-ce que l'ordonnance de renvoi est une ordonnance de justice ou pas? Si c'est une ordonnance de justice, elle doit être signée par son auteur et le greffier qui l'a assisté. C'est la loi. Qu'on arrête de jouer aux interprétations laxistes. Le droit pénal est d'interprétation stricte. Point par point, le ministère public a démonté les exceptions soulevées à l'audience spéciale du mois d'août. Les conseils de l'accusé Koeko voient toutefois en cela une avancée. Alors, les conclusions pour nous sont positives parce que les réquisitions du ministère public, c'est-à-dire la réponse du ministère public à nos exceptions et notamment à la demande de mise en application de l'ordonnance du 1er décembre, ont montré que finalement le ministère public reconnaît l'existence de cette décision du 1er décembre. Aujourd'hui, le ministère public qui voulait nier l'existence de cette ordonnance reconnaît que celle-ci existe. Mais il ne va pas au bout de sa logique qui aurait consisté à en tirer les conséquences et donc à aller dans le sens de la mise en liberté de notre client, puisqu'il cherche à dire que le juge d'instruction qui a rendu donc cette décision du 1er décembre a couvert celle-ci par une lettre administrative. Or, en droit, comme nous l'avons démontré, cela n'existe pas. Une décision rendue par un juge d'instruction ou par un juge ne peut faire l'objet que d'un recours, soit à l'instance supérieure ou bien d'une procédure en nullité que nous avons exposée. Et donc, en conséquence, il n'est pas possible que cette décision soit couverte par la lettre attribuée au juge Sikati, lequel n'est plus là d'ailleurs pour en témoigner, et lettre en tout état de cause qui n'a pas été produite par le commissaire du gouvernement. Pour les parties civiles, on revient à l'éternel problème de la mise à disposition du dossier de procédure aux parties en procès. Oui, le problème que nous avons, c'est quoi? Au départ, à l'entame de cette procédure, conformément à la loi, nous avons demandé qu'on mette à la disposition de toutes les parties, toutes les pièces de procédure. Ça permet que chacun prépare sa défense et quand nous venons discuter, là, que chacun discute sur ce qu'il a lu et sur ce qui est. Bon, le tribunal a estimé que les parties devraient aller au greffe consulté. Nous avons fait appel de cette décision qui nous refusait la reproduction du dossier. À la Cour d'appel, on a confirmé la décision du tribunal. Nous avons fait pourvoi et la procédure actuellement est au niveau de la Cour suprême pour savoir si on devrait nous délivrer à toutes les parties copie des dossiers ou pas. Le principe était que tous les avocats, nous devions être unanimes pour la mise à disposition du dossier. Mais
Dans un groupe, il y a toujours certains qui, par derrière et de façon lâche, vont consulter le dossier. Aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Les pièces, nous ne pouvons pas certifier que ce qui a été vu le 16 octobre, pour reprendre leur date, cette fiche où c'est marqué à régulariser, nous ne pouvons pas le certifier. Et donc, au moment du débat, le ministère public ayant l'obligation de produire les pièces sur lesquelles il va requérir, nous reviendrons sur ces éléments-là. Ils ont voulu aller trop vite en besogne, ne sachant pas qu'au milieu du gué, ils tomberaient dans un panneau. Ils sont tombés dans le panneau. Bon, que l'une des parties qui était avec nous au départ et qui a, en chemin, a essayé de faire fausse route pour revenir, vouloir défendre sa proposition, en viennent encore ces pièces que nous voulions tous. Cela prouve tout simplement qu'eux, ils ne sont pas en cohérence avec eux-mêmes. Au départ, ils voulaient les pièces, ils n'en ont pas eu, ils sont venus pour le débat, mais quand ils exhibent les pièces ne sont pas dans le dossier, ils s'en plaignent. Comment est-ce qu'on pourra nous départager en ce moment-là? Le problème seulement dans ce dossier, c'est qu'en l'état de la procédure, personne n'a des pièces du dossier, aucune pièce n'a encore été introduite dans le dossier de procédure et il est prématuré, il est hâtif et anticipé de pouvoir discuter d'une quelconque exception fondée sur les pièces du dossier de procédure. Que ce soit les perquisitions, que ce soit n'importe quel autre acte posé par les officiers de police judiciaire, on ne saurait aujourd'hui dire que ces pièces sont manipulées ou pas. Parce que personne ne l'a vu, c'est encore dans le dossier du commissaire du gouvernement qui est la partie principale au procès pénal. La défense insiste sur l'ordonnance de renvoi du 1er décembre qui mettait hors cause certains accusés en détention. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits et nous avons vu également que le commissaire du gouvernement n'a pas été en mesure de répondre sur la question de la nullité même de l'ordonnance qui envoie nos clients devant le tribunal, c'est-à-dire l'absence de signature et de sceau du greffier à côté de la signature du juge d'instruction. Toute décision judiciaire doit, pour être authentique et valide, porter les deux signatures. Et donc nous avons beaucoup de foi en ce que le tribunal va en tirer les conséquences et constater, d'une part, qu'il n'y avait aucune raison de renvoyer M. Eko devant le tribunal militaire, ne serait-ce que parce que l'ordonnance qu'il y envoie est nulle et inexistante, et de deux, que M. Eko est détenu aujourd'hui en vertu d'un titre illégal, pour ne pas dire en l'absence de tout titre. Donc il est détenu sans titre ni droit et la conséquence doit être également qu'il doit être mis en liberté en même temps que la procédure doit être arrêtée à son égard. Rappelez-vous, dès la première audience, on avait déjà soulevé le problème de cette ordonnance de mise en liberté du 1er décembre. Le commissaire du gouvernement a répondu. Pourquoi, alors que nous savons comment se passe un procès en matière pénale, alors que le commissaire du gouvernement a requis que le renvoi était pour ces réquisitions, qu'il a requis, qu'on revient sur le débat. Non, et même on a été surpris de voir des notes de plaidoirie sur des réquisitions du ministère public que je pense personne n'avait. Donc il faut savoir avancer un moment, soit on avance, soit ils sont dans la contradiction et dans l'incohérence avec leurs propres principes. Mais nous disons de manière claire et péremptoire que le tribunal est le juge de l'enquête préliminaire et le juge du juge d'instruction par rapport à la régularité de ces actes. On a excipé un certain nombre de violations de la loi, il y en a 17 au total. Le tribunal ne pouvait pas, contrairement à ce que certains ont demandé, statuer sur le siège. Ça voulait dire qu'en réalité, nous avons travaillé pour rien. On est au tournant de ce procès. Est-ce que le tribunal va valider les violations de la loi que nous avons décriées au cours de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction? Est-ce que le tribunal va botter en touche la question du juge Sikati, qui le 1er décembre a pris une décision mettant hors de cause 2 personnes poursuivies dans cette affaire, donc nos 2 clients, Bruno Bidjan et M. Jean-Pierre Mougou-Belinga, et également M. Eko, qui n'est pas mon client, mais bon, vous savez, quand la liberté arrive, c'est bon pour tout le monde. Donc, quand le tribunal ne peut pas botter en touche, il faut qu'il nous réponde à cette question-là. A-t-il une falsification de ce dossier? Voilà une question que nous avons encore posée au tribunal. Est-ce que le commissaire du gouvernement a le pouvoir, lorsqu'il reçoit les actes des officiers de police judiciaire, de les corriger en termes de régularisation?
Si on vous a arrêté sans mandat, sans procès verbal d'arrestation, est-ce que le procureur a le droit de créer un faux procès verbal de régularisation ou un faux procès verbal d'arrestation ou un faux procès verbal de perquisition? Ce sont des questions fondamentales. Vous savez, aujourd'hui, les gardes à vue durent parfois 3 mois aujourd'hui parce que les OPJ se croient tout permis en se disant que ce n'est pas grave. On finira toujours par nous couvrir, le patron va nous couvrir. Mais ils vont couvrir jusqu'à quand? Quand tous les Camerounais seront en prison illégalement? C'est la question qui est fondamentalement posée ici. Ils vont couvrir jusqu'à quand? Jusqu'au jour où eux-mêmes, ils vont être mis en garde à vue, il sera trop tard. Donc il faut mettre un terme à cet abus que l'on observe aujourd'hui sur les gardes à vue sans titre et sans droit. On attend patiemment la décision motivée que le tribunal militaire de Yaoundé, statuant en matière criminelle, rendra le 11 novembre prochain. Cette décision sera respectée par toutes les parties. Nous espérons grandement le 11 novembre qu'à la suite du délibéré du tribunal, que les débats soient ouverts. Il y va de l'intérêt de leurs propres clients et il va de l'intérêt de nos clients. Nous continuons à pleurer notre client. Nous le pleurerons toute la vie parce qu'on n'arrête pas de pleurer quelqu'un qui nous a quittés de façon aussi lâche, aussi barbare. Nous continuons à le pleurer, mais surtout, nous souhaitons que les débats s'ouvrent et qu'une décision soit prise afin que le corps soit remis à nos clients et qu'ils puissent faire leur deuil. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils ne peuvent pas faire leur deuil et ce n'est pas de notre faute. Nous, partis civils, on n'a pas intérêt à voir les gens en prison. Ce n'est pas notre intérêt. Nous, ce qu'on a, c'est que la culpabilité des uns et des autres soit acquise et que l'État, par son entité, la DGRE, soit déclaré civilement responsable et que le prix des pleurs et de la douleur soit réglé. Mais on ne comprend pas la stratégie de la défense. On ne comprend pas. C'est un tango que je n'ai jamais dansé de ma vie et je n'ai jamais vu danser dans aucun pays latino-américain. Un tango, c'est 1 pas en arrière, 1 pas, 2 pas en avant. Mais eux, ils font 5 pas en arrière et 1 demi-pas en avant. Donc ce n'est pas nous, ce sont leurs clients qui seront en détention tout le temps qu'ils feront du dilatoire. Et c'est du juridisme de bas étage, passez-moi l'expression. On ne vient pas demander à une juridiction de jugement d'annuler une ordonnance du juge d'instruction. Ce n'est pas possible. Il y a une juridiction supérieure, la chambre de contrôle de l'instruction, qui est là pour ça. Voilà. Comme toutes les affaires dans les juridictions, le tribunal a besoin du temps matériel pour lever le voile sur la disparition de Martinez Zogo.